Donc bonjour, je m'appelle Gaëlle Marty, je suis professeure de droit public spécialisée en droit européen à l'Université Lyon 3. Je dirige le Centre d'études européennes et je suis aussi responsable du Master de droit européen des droits de l'homme dans cette université. La thématique que je vais aborder aujourd'hui, c'est la question de la protection par l'Union européenne des droits humains et puis des mécanismes de sanctions qui sont prévus pour que cette protection des droits humains soit effective. La première chose qu'on peut dire, peut-être, je pense que c'est important de le rappeler, c'est que l'Union européenne n'a pas de compétences générales en tant que telle pour protéger les droits humains. Elle a certaines compétences spécifiques, notamment en matière de non-discrimination. Il y a une base juridique dans les traités qui permet à l'Union européenne d'adopter des textes pour lutter contre les discriminations, ce qu'elle a fait avec des directives qui visent à prohiber les discriminations fondées sur la race, fondées sur le sexe, etc. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de compétences pour protéger les droits fondamentaux et pour vraiment les faire respecter en adoptant des textes qu'elle ne doit pas respecter les droits fondamentaux. Il y a vraiment une différence à faire sur ce point-là. Donc bien entendu que sur ce point, l'Union européenne est tenue au respect des droits fondamentaux dans toute la législation qu'elle édicte et dans toutes ses actions. Et le texte de référence qui énonce les droits fondamentaux qui doivent être protégés par l'Union européenne, c'est la Charte des droits fondamentaux qui est en vigueur depuis 2009, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Donc si maintenant je me place que du point de vue du droit de l'Union européenne, les États membres sont également tenus de respecter ce texte dont je vous ai parlé, qui est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, donc qui s'applique là à tous les États et qui est le même texte, alors que bien sûr que chaque État a sa propre constitution et peut avoir sa propre lecture des droits fondamentaux. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on a depuis 2009 un texte qui s'applique à tous les États. Avec une difficulté toutefois, c'est que pour que ce texte soit applicable, les États doivent être dans le champ du droit de l'Union européenne. Ils doivent mettre en œuvre ou appliquer le droit de l'Union européenne. Bien entendu, ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, l'État agit en dehors des domaines de compétences de l'Union européenne et dans ce cas, il n'est pas soumis au respect de la Charte. Depuis quelques années, on a des États qui se sont lancés dans des réformes. La Pologne et la Hongrie, pour ne pas les citer, qui ont mis en place des réformes de leur système judiciaire, notamment en Pologne, qui portent atteinte vraiment à l'indépendance de la justice, qui portent atteinte aux droits des personnes LGBT. En Hongrie, c'est l'atteinte au pluralisme des médias, il y a aussi des problèmes d'indépendance de la justice. Donc là, la question, elle est vraiment très tangible et cruciale. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Union européenne pour contraindre ces États à respecter les droits fondamentaux qui sont quand même le socle de valeurs communes. C'est compliqué d'imaginer une Union européenne dans laquelle certains États ne respecteraient pas les valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mécanisme qui avait été prévu par les traités, qui est, en termes juridiques, c'est l'article 7 du traité sur l'Union européenne, qui prévoit que le Conseil des ministres, donc l'instance qui réunit les ministres de tous les États, peut adopter des sanctions contre un État qui violerait de manière grave et persistante les droits fondamentaux des individus. Sauf que, pour que cette procédure de l'article 7 soit mise en œuvre, il faut qu'il y ait un constat de violation par un État des droits fondamentaux, et que là, le vote doit se faire à l'unanimité. Néanmoins, dans l'exemple que nous vivons à l'heure actuelle dans l'Union européenne, il y a deux États, la Pologne et la Hongrie, qui ont décidé de se couvrir mutuellement. Et bien entendu, la Pologne ne va pas voter contre la Hongrie parce qu'elle sait que potentiellement la Hongrie va faire la même chose, et donc elles ont décidé de faire échec et de faire obstacle à la mise en œuvre de cet article 7. Donc, le deuxième mécanisme qui existe, c'est le mécanisme judiciaire, juridictionnel, et c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Avec cette difficulté que j'ai soulignée tout à l'heure, c'est que la Cour de justice, si elle veut sanctionner un État qui ne respecterait pas la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit montrer que l'État est dans le domaine de compétence de l'Union européenne, puisque je dis que la Charte n'était applicable que dans ce domaine de mise en œuvre ou dans les cas de mise en œuvre par un État du droit de l'Union européenne. Et bien sûr que quand la Pologne réforme son système judiciaire en portant atteinte à l'indépendance de ses magistrats, elle ne met pas en œuvre le droit de l'Union européenne, elle agit de sa propre initiative dans son système juridique, et c'est une réforme qui est purement interne. Donc il a fallu que la Cour de justice trouve des subterfuges, en tout cas fasse preuve d'inventivité juridique, pour trouver dans les traités un autre article, l'article 19, qui prévoit que les juges nationaux participent au bon fonctionnement de la justice en Europe, et donc par ce biais
elle a demandé à ce que ces juges nationaux soient indépendants, ce qui est une condition normale de fonctionnement de la justice. Et donc c'est par ce biais que la Cour de justice a pu condamner la Pologne. Donc ça, c'est une solution. Le problème, c'est que ça prend du temps. Un recours en manquement, ça peut être 2 ans, 2 ans pendant lesquels la situation continue à être problématique. Et puis, qu'il faut trouver justement cet article du traité qui peut donner lieu à un recours juridique. La 3e voie et la dernière, qui est toute récente, qui date de décembre 2021, les États se sont mis d'accord pour modifier les règles d'attribution des fonds européens. Donc là, on est dans un cadre budgétaire. Les États peuvent prétendre à des fonds, des subventions européennes. Et les États se sont mis d'accord pour le fait que si un État ne respecte pas les valeurs de l'État de droit, le Conseil des ministres puisse voter à la majorité qualifiée, cette fois on a bien entendu évité l'unanimité parce qu'on voit bien que ça pose problème, donc peuvent à la majorité qualifiée décider soit de diminuer, soit de suspendre le versement des fonds qui sont alloués à un État. Tout n'est pas parfait, j'ai dit qu'il y a un mécanisme qui est inexploitable, le mécanisme politique, un mécanisme qui est compliqué, le mécanisme juridictionnel, et un mécanisme qui est trop récent pour qu'on ait du recul, qui est ce mécanisme de conditionnalité budgétaire. Donc je conditionne le versement des fonds au respect de l'état de droit. Et de plus, là j'ajoute que depuis la guerre en Ukraine, forcément, étant donné que la Pologne et la Hongrie sont en première ligne, notamment pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, ces 2 États essayent clairement de négocier certaine compréhension de la part des autres États en étant dans une logique de donnant-donnant. Moi, je veux bien accueillir des réfugiés ukrainiens. En revanche, vous n'allez pas suspendre le versement des fonds européens parce que je ne respecterai pas les droits fondamentaux. Ce n'est pas le moment. On a besoin de l'aide de tous. Donc, on voit bien que ces 2 États, là, tout d'un coup, du fait de la conjoncture internationale, se retrouvent en position de force, ce qui peut-être fera échec à cette contrainte à laquelle on souhaite arriver, contrainte de l'Union européenne pour que ces États respectent les droits humains et plus généralement l'état de droit.